Lily loves to snog here. Subtilement, le scénario nous donne un indice sur le fait que Lily connaisse l'endroit où il se trouve. Donc on sait que Lily elle-même était témoin du fait que ces 5 personnes allaient combattre, ou en tout cas partaient ensemble. On sait qu'elle va probablement réagir à ça, et en plus elle connaît l'endroit. Donc déjà on a toutes les bases pour savoir qu'elle va venir à cet endroit à un moment, que ce soit immédiatement ou que ce soit après avoir recherché plusieurs autres endroits. Mais en tout cas on a déjà tous les éléments qui nous permettent de faire cette déduction. Et donc c'est une très bonne manière de construire l'intrigue, parce qu'on a les éléments qui sont en place, et ça va nous sembler tout à fait logique, on ne se posera pas de questions au moment où on la verra apparaître. If you beat me, I'll stay away from Lily. But if I beat you, you stay away from Lily for the rest of your life. On a la confirmation que James a bien attaqué Snape à cause de ses sentiments pour Lily, et le fait qu'il n'ait pas envie qu'elle fréquente Snape. Alors dans les commentaires du réalisateur, ce dernier disait que la raison pour laquelle James faisait ça, c'est pas parce qu'il était jaloux de l'amitié qu'avait eu Lily pour Snape, mais parce que en fait, il se projetait déjà dans l'avenir, et il savait que Snape étant potentiellement un ennemi mortel pour lui, il voulait pas non plus qu'il en soit un pour Lily. On a un renversement total des rôles à ce moment-là, c'est-à-dire que Snape, qui est dans l'histoire originelle méchant, même s'il a fait quelques actes bien, c'est quand même quelqu'un d'assez horrible. À ce moment-là, il est seul contre 4 personnes et il se fait insulter puisque James utilise des surnoms dévalorisants à son égard. Et on voit que l'acteur de James utilise des positions agressives en rentrant dans l'espace personnel de Snape. Donc il est physiquement en train de s'imposer à lui. À la base, il voulait juste lui faire peur, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose de plus dangereux à l'œuvre en lui. Donc le personnage n'est pas entièrement mauvais, on sait qu'il est le méchant de l'histoire, mais le personnage, on peut se rendre compte que c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement cruel ou mauvais, c'est quelqu'un qui en ce moment est en train d'agir de cette manière-là. Mais on a bien cette nuance. En opposition, on voit que Snape est sur la défensive, et l'acteur joue très bien sur ses expressions faciales, parce qu'il réussit à la fois à avoir des mots de dédain et des expressions d'innocence, qui nous permettent de voir que ce personnage, même si lui, pour le coup, est censé être fondamentalement mauvais, a, à cet instant-là, le rôle du gentil et agit de manière juste, c'est-à-dire qu'il se défend tout simplement. Le premier tir lancé par James est rouge, et le premier tir défensif lancé par Snape est bleu, sachant que l'attaque, le rouge, et le fait de tirer sans sommation est considéré comme méchant, de manière typique dans la fiction, et que le fait d'être en position défensive et d'utiliser le bleu est l'apanage des héros, toujours dans la fiction. Le film nous guide de manière visuelle pour qu'on comprenne très bien le message sous-jacent, et on entre dans la partie du combat à proprement parler. Au début, on voit que ce sont quelques passes, simplement, donc ça pourrait être inintéressant, mais on sait déjà quels sont les enjeux pour les personnages, et surtout, on sait déjà où ils en sont émotionnellement. Snape est en train de se faire attaquer comme d'habitude, ça l'énerve un petit peu, mais en même temps, bon, lui, il n'est pas encore très agressif. Alors que James est plutôt remonté, il est en colère. Quelque part, il a peur, en fait. Il a peut-être peur de son avenir, il a peur de ce qui se passera maintenant qu'une guerre approche. Il a peur de la relation entre Snape et Lily, qui peut être dangereuse pour lui. Donc c'est plutôt lui, pour l'instant, qui est le centre de l'histoire, et qui est notre protagoniste sans être le héros. Et au moment où il commence à tirer des flèches, qui peuvent être mortelles, on comprend clairement qu'il a franchi une limite. Rémus qui, comme on l'a dit tout à l'heure, peut symboliser son côté rationnel, et donc sa conscience, l'interpelle parce que, justement, Rémus sent qu'il a franchi une limite qu'il n'aurait pas dû. Le plan d'après, on voit que James ignore totalement ce côté de lui, donc cette conscience qui essaie de le rappeler à l'ordre. Il est complètement obnubilé par ses émotions, et le fait qu'il pointe, qu'on le voit de face en train de menacer en fait le spectateur, est censé nous mettre à la place de Snape et nous faire ressentir le danger qu'il représente à ce moment-là. Et donc là, c'est fini, il est vraiment dans la place, dans le rôle du méchant total. Mais c'est au moment où ce déclenchement est terminé qu'on va passer à une deuxième phase de combat. Celle où Snape se défend activement et où il prend le dessus sur James. La première phase de combat a servi à nous montrer une évolution chez le personnage de James, à le faire passer de harceleur à agresseur. Snape non seulement se défend, mais en plus prend l'avantage et attaque.
À partir du moment où James l'a frappé physiquement et a refusé d'admettre qu'il était moins bon que lui, c'est le personnage de Snape qui évolue et qui, de personne qui a été longuement harcelée par ce groupe d'amis, se rend compte que finalement il n'est pas si faible par rapport à eux, qu'il peut se défendre et donc qu'il passe à l'attaque. Donc on a également une évolution dans les émotions et dans la psyché du personnage de Snape. On passe à la 3e phase du combat. On voit que Sirius, celui qui passait son temps à répéter qu'on est plus fort ensemble, se jette lui-même dans le combat à la défense de James. Son premier tir, de nouveau, qui n'était pas invité, qui n'avait pas été annoncé, est rouge. Et on se rend donc bien compte que déjà il se bat pas à la loyale et qu'il est également du côté des méchants. Mais ça, on pouvait le voir venir dès le départ. On a bien vu, il est du côté de la table de James. Il est un peu aussi éclairé par la lumière verte dont je vous parlais au début. Il est très loyal, voire obligé d'être loyal à la personne qu'il considère comme son frère et sa seule famille. Et donc, c'est tout à fait normal et logique que ce soit lui, qui en plus représente le côté émotionnel de James, qui soit le premier à se lancer à sa défense. Et là, on peut passer à ce que j'appellerais de l'action pure, ce qui doit d'ailleurs être très intéressant à filmer, puisque il n'y a pas du tout d'effets spéciaux pendant qu'on brandit sa baguette, donc en fait, ils sont juste en train de gesticuler comme des guignols. Ce moment-là, ça peut être de l'action pure, et ça pourrait être inintéressant, sauf que justement, le scénario se débrouille à introduire le concept d'une bataille de 1 contre 1, puis de 2 contre 1, et ça permet de pimenter le récit. Donc, non seulement il nous propose une évolution des personnages, mais en plus, dans la scène d'action, il s'amuse à nous proposer une interprétation de ce que ça pourrait vraiment être un duel de magie à 3 personnes. On a également Remus qui, de nouveau, fait la voix de la conscience et rappelle ses émotions et le protagoniste à l'ordre. Cependant, de nouveau, les émotions et le protagoniste n'ont rien à faire de ce que la conscience leur dit. C'est au moment où la conscience de James manque d'être touchée que d'un seul coup, elle arrête d'avoir des principes moraux et elle se dit juste c'est le moment de me défendre. On passe dans une autre phase du combat, c'est-à-dire que maintenant ils sont à 3 contre 1. C'est comme ça que la bataille reste intéressante parce que à chaque moment, elle nous propose une nouvelle variation d'elle-même. Ce combat est en constante évolution, tout comme le sont les personnages. Et dans ce duel à 3, Snape continue de se découvrir et de se rendre compte, avec à la fois éberluement et satisfaction, qu'il est assez fort pour faire front à 3 personnes qui sont aussi très fortes en magie. Il continue de se découvrir au fur et à mesure de son combat. On commence à voir qu'il est moins gardé, moins sur la défense. Il commence à avoir un peu plus l'air d'un danseur ou d'un bretteur. Il est plus à l'aise et il prend conscience de son propre pouvoir. Peter, quand Peter saute dans la bataille, le thème musical change. Déjà, la musique est vraiment très belle, mais à ce moment-là, c'est très intéressant parce que on voit ces 4 amis qui ont l'habitude de faire les 400 coups ensemble, qui sont réunis autour d'un combat, et la musique devient enjouée, divertissante, amusante. Et là, on en déduit que ces 4 personnes qu'on voit à l'écran en train de se battre s'amusent. Pour eux, ça devient un jeu. Là, pendant quelques instants, vu qu'ils sont tous les 4 en train de faire quelque chose ensemble, ils oublient que c'est un combat, ils oublient qu'ils sont en train de martyriser quelqu'un qui n'a rien fait, et ils s'amusent. Et même nous, les spectateurs, en ce moment-là, on est avec eux et on peut s'amuser. Le film nous permet de nous rappeler que la réalité pour les 4 maraudeurs, le fait d'être en train de faire quelque chose ensemble qui est très drôle, est le cauchemar de Snape, puisque lui, il est tout seul, il est en train de se faire, si c'était pas des magiciens, il serait en train de se faire tabasser par 4 types. Donc le film jongle entre les deux, et même si pour nous, c'est un moment divertissant du combat, on ne perd pas de vue que le personnage de Snape, pour lui, ne trouve pas ça drôle du tout. D'ailleurs, le thème musical change quand on est du point de vue de Snape, c'est-à-dire que quand on est derrière lui, la musique devient plus guerrière, un peu plus sombre, donc plus dans les graves. Alors, la musique n'est pas sinistre. Il est toujours en train de prendre conscience de son propre pouvoir, de sa propre puissance, qu'il avait probablement pas pu explorer quand il était à l'école avec les règles qui faisaient qu'on ne pouvait pas vraiment se combattre. Et d'ailleurs, c'est probablement la première fois que tous ces 5 personnes se combattent de manière aussi libre. Grâce au thème musical, on voit que pour lui, c'est un combat difficile, mais qu'il
contrôle plus ou moins. Il se rend compte en fait qu'il leur tient tête. C'est une réalisation que lui-même a et que nous percevons, spectateurs, via la musique. On a le thème de la force, c'est un thème qui est dans Harry Potter d'ailleurs, c'est qu'on est plus fort ensemble quand on est en groupe, quand on s'entraide. Et là, on a du coup le contrepoint, c'est que quand on est tout seul, comme les Snape, on est vulnérable. Et on peut se faire attaquer par les personnes qui sont ensemble. Parce que dans Harry Potter, l'univers global, quand on est ensemble, on est censé être ensemble parce qu'on s'aime. Et du coup, on est censé être gentil, on est censé être bon à cause de cet amour. Sauf que là, dans le scénario, on voit que cet amour que se portent ces 4 personnes se retourne contre la personne qui est, elle, délaissée et non aimée. Donc, ce que le scénario fait qui est intéressant, c'est qu'il prend le contre-pied de cette notion d'amour qui serait bonne par essence et qui nous dit que si on l'utilise à mauvais escient, l'amour n'est pas forcément meilleur que la haine. Je m'arrête là pour cette 3e partie. Laissez-moi votre opinion en commentaire, abonnez-vous et à la prochaine.